Bonjour tout le monde. Bon après-midi. Merci d'être avec nous. Euh, c'est un grand plaisir de tenir cet événement aujourd'hui avec le docteur Carl Weiss, qui est le chef de la division des maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal. C'est un grand plaisir et en même temps, je vous le promets, j'ai dit à mon équipe, c'est le dernier événement Zoom, Teams qui n'est pas en présentiel qu'on fait. Je pense qu'on a tous extrêmement hâte et on est rendu là de se voir, de pouvoir échanger en direct et de pouvoir rencontrer des gens qu'on ne connaît pas parce qu'évidemment, dans ces événements-là, habituellement, on réseaute et on rencontre des nouvelles personnes. Docteur Weiss, c'est un plaisir. Puis, je pense qu'il y a une symbolique forte. C'est la deuxième fois qu'on se rencontre dans le cadre d'un événement de la Chambre. La dernière fois, c'était en mai 2021, donc pas tout à fait il y a un an. Et les choses ont beaucoup évolué. Il y a un an, on était à ce moment-ci en pleine campagne de vaccination, ne sachant pas exactement à quel rythme ça allait se passer. Je me souviens d'avoir eu des discussions à l'effet que, assurément, si on obtenait le 85 de taux de vaccination, que tout irait bien parce que c'était la cible qu'on visait. On a vu éventuellement qu'on a obtenu des chiffres assez élevés et malgré tout, il y a eu beaucoup de mesures de confinement qui ont été maintenues. On a eu le variant Omicron. Et là, on est rendu, je pense, à une nouvelle étape, ne serait-ce que parce que tant de gens l'ont eu. Donc, ça nous pose presque la question, sommes-nous rendus à l'aube de l'immunité collective ou comment est-ce qu'on peut voir notre niveau de résistance collective aux variants actuels et à d'autres variants? Éventuellement, on pourra jeter ensemble peut-être un regard sur certaines leçons qu'on tire. Ce seront peut-être des premières leçons, et notamment en fonction de l'automne prochain. On le sait, la grippe, c'est souvent à chaque année vers le mois de septembre, octobre, novembre qu'on s'y prépare parce que ça nous frappe l'hiver. Est-ce que ce sera la réalité de la COVID? Donc, on pourra en discuter. Mais je vous laisse sans plus tarder nous présenter votre analyse de la situation. Et je sais que vous avez du visuel et j'ai bien hâte d'en prendre connaissance. Alors, à tout de suite pour notre échange après votre présentation. Parfait. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vais passer d'abord avec mon share screen. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est une deuxième fois. Écoutez, je vais d'abord vous faire un reflet très rapide de ce qui se passe actuellement. De façon relativement rapide, on va essayer de revoir un petit peu les différents points. Alors, la grande question, c'est est-ce qu'on passe d'une pandémie à une endémie et est-ce qu'on va pouvoir vivre et retourner à une vie normale dans les années futures et dans les mois futurs. Alors, en premier lieu, je voulais quand même dire que je travaille en termes de divulgation avec un certain nombre de compagnies qui sont impliquées dans la COVID de près ou de loin, comme conférenciers ou sur des groupes aviseurs nationaux et internationaux, oui, ayant des fonds de recherche pour des études cliniques avec certaines de ces compagnies-là. Bon, alors si on regarde d'abord où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, récemment, on disait à peu près 450 millions de cas dans le monde, 6 millions de décès, 80 millions de cas aux États-Unis. Donc, si on part d'une population de 340 millions et près d'1 million de décès, en réalité, on pourrait multiplier ces chiffres par 4, probablement 5 à l'échelle planétaire. Donc, on parle probablement de plusieurs milliards de cas de COVID, pas loin de 30 millions de décès. Et aux États-Unis, par contre, on pourrait dire que peut-être le double de cas que ce qui a été répertorié, donc peut-être 50% de la population américaine qui a été affectée. Et on voit que le nombre de vaccinés sur la planète a atteint quand même des records assez élevés. Ce que je voulais signaler pour la vaccination, c'est qu'on dit souvent qu'il y a des endroits qui n'ont pas accès au vaccin. Il y a des endroits qui n'ont pas accès au vaccin pour toutes sortes de raisons qui ne sont pas forcément toujours les raisons qu'on pense, parce que ce n'est pas forcément toujours des pays pauvres qui n'ont pas les vaccins. Il y a des pays qui sont relativement pauvres, comme le Vietnam, le Cambodge, certains pays d'Amérique latine, et vous voyez que les taux de couverture vaccinale sont relativement bons. Vous avez des pays qui sont, je dirais, intermédiaires en développement, comme certains pays d'Afrique du Nord. Je prends l'exemple du Maroc et de la Tunisie, qui ont également de bons taux de couverture, mais vous avez aussi des pays d'Europe de l'Est, comme la Hongrie, la Slovaquie, certains pays de l'ex-Yougoslavie ou la Bulgarie,
qui, en dépit d'avoir une infrastructure relativement bonne, ne sont pas bien vaccinés. Donc, il y a des défis à la vaccination qui ne sont pas seulement d'ordre, je vous dirais, de donner les vaccins ou de les véhiculer. Il y a toutes sortes d'autres défis politiques, sociaux, culturels, etc. Mais on s'aperçoit qu'une grande partie de la population mondiale a été vaccinée et le Canada a été globalement très bien vacciné quand on se compare à l'ensemble de la planète. Alors, pour vous parler rapidement du variant Omicron, bien sûr, je ne veux pas vous faire un cours sur la génétique du variant Omicron, mais tout simplement pour vous dire que le variant Omicron, c'est ce qu'on appelle les points rouges ici. C'est un variant qui est très éloigné de tout ce qu'on a connu auparavant. Donc, c'est une façon de déterminer la proximité des souches entre elles. Et vous voyez que la souche originelle de Chine, en gris, le variant alpha, le variant delta, sont toutes des souches, si vous voulez, assez proches les unes des autres, alors qu'Omicron était très différent, ce qui a fait qu'Omicron est arrivé dans une population et il s'est répandu de façon extrêmement rapide. On le voit ici aux États-Unis, regardez, fin du mois de novembre, on n'a quasiment pas d'Omicron et 2-3 semaines plus tard, Omicron est quasiment 90% des souches. De la même façon, au Québec, le 12 décembre, Omicron ne représentait qu'à peu près 23-24% de nos souches. Et vous voyez que le 19 décembre et le 25 décembre, à peu près, on se retrouve à environ 90% de nos souches. Donc, en 2 semaines, le variant s'est, comme on dirait, emparé du marché de façon quasi monopolistique et donc s'est inséré dans notre population. Et on sait que presque 2 millions de Québécois ont été infectés. Ce sont des approximations durant cette période-là, en fonction du fait que de grandes études en Grande-Bretagne notamment montraient que quasiment 1% de la population s'infectait par jour, ce qui pour le Québec donnait environ 85 000 cas. Et au pic du moment où on testait, on avait 17 000 cas positifs par jour. Donc, on sait que c'était à peu près un ratio d'1 pour 5. Donc, on a vu dans les hospitalisations cette énorme augmentation du nombre de cas comparé aux autres vagues. Mais si vous regardez, par exemple, le nombre de patients aux soins intensifs, qui est la partie du bas, le nombre est resté relativement stable parce que beaucoup des hospitalisations ont été soit des gens qui étaient déjà vaccinés et qui ont été hospitalisés pour autre chose que forcément de la COVID, mais qui ont quand même testé pour la COVID. D'ailleurs, la plupart des études ont montré que si on comparait la sévérité de la COVID par rapport à ce qu'il y avait auparavant, et je vous présente une étude ontarienne, donc d'un système qui est très ressemblant au nôtre, et on s'aperçoit que comparé aux variantes Delta, la COVID était moins létale, envoyait moins les gens aux soins intensifs. Il faut aussi dire avec un bémol que c'est arrivé dans une population qui était vaccinée. D'ailleurs, de façon intéressante, vous voyez que ça, ce sont une étude d'environ 50 hôpitaux canadiens, que la vague numéro 5, le taux de gens qui allaient aux soins intensifs, le taux de gens qui avaient besoin d'être intubés ou le taux de mortalité était beaucoup plus bas que dans les vagues précédentes. Donc, on voit qu'Omicron a finalement fait une espèce d'échange. Il est devenu, entre guillemets, moins virulent contre une augmentation de sa transmissibilité. Et c'est ce qu'on voit souvent avec les virus. L'autre point important qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'une grande partie des patients admis avec la COVID durant la 5e vague dans les hôpitaux canadiens, et c'est l'ensemble des hôpitaux canadiens, environ 40% avaient la COVID, mais n'étaient pas admis pour la COVID. Donc, des gens qui sont admis en obstétrique pour accoucher, des gens qui sont admis en psychiatrie, même des gens triplement vaccinés, mais âgés et malades, qui sont admis pour d'autres conditions, mais qui ne sont pas admis pour la COVID. Et c'est quelque chose qu'il va falloir regarder de plus en plus parce que la COVID n'est plus forcément la condition primaire d'admission de ces patients-là. Donc, ça devient, si vous voulez, une espèce de diagnostic secondaire et qui montre peut-être que la vaccination fonctionne beaucoup mieux en termes de protection contre la maladie sévère. Je vous présente ces données-là des Pays-Bas et ce que ça vous montre une augmentation très rapide. Ici, en jaune, là, vous avez donc du variant Omicron. Mais ce qu'il faut regarder ici, ça, c'est des gens qui ont eu une deuxième infection, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui avaient déjà fait la COVID auparavant et qui, donc alpha, delta, etc., et qui se sont réinfectés avec Omicron. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que si vous avez eu Omicron, vous allez être protégé contre les autres variants, donc c'est une protection qui va être bonne à plus long terme, alors que le fait d'avoir eu, par exemple, le variant alpha ou le variant original ne vous donne pas forcément une protection complète contre Omicron.
finalement aussi tout simplement pour vous parler des différents tests sur leur marché, et c'est ça, une image, on dit vaut 1000 mots. Ce que ça vous montre ici, ça vous montre que les tests antigéniques, donc ce qu'on voit en vert, ne sont pas aussi sensibles que les tests de PCR, mais c'est quand même des tests utiles qui, dans la phase aiguë de la maladie, surtout si utilisés de façon fréquente, ont leur utilité pour aller chercher donc les cas positifs. Alors là, il faut repenser les impacts. Premièrement, bien sûr, tous les impacts socio-économiques, de l'aspect énergie, environnement, transport, ça a été mis beaucoup de côté pendant un peu la pandémie, mais de plus en plus on en parle. Et aussi pour vous montrer que, par exemple, en Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson a dit qu'il fallait changer la façon dont on testait les gens parce qu'au taux que ça coûtait à peu près 2 milliards de pounds au gouvernement britannique par mois. Et donc, à un moment donné, il fallait essayer d'avoir un changement de paradigme. Tester pour tester n'était plus forcément la chose à faire et il fallait donc revoir cet aspect-là. Donc, il va falloir repenser notre définition de qui on veut tester, comment on veut les tester et d'avoir, je vous dirais, une définition beaucoup plus large, mais aussi beaucoup plus habile et flexible de ce que c'est le test, de permettre à des cas, par exemple, d'être testés dans des cas d'éclosion dans les milieux de travail, etc., facilement, mais d'un autre côté, de ne pas avoir une structure qui soit extrêmement lourde, extrêmement, je dirais, à certains points étatisée, qui coûte extrêmement cher à la société. La vaccination, c'est la clé de voûte de tout, ce n'est pas parfait. L'objectif de la vaccination, c'est non pas de réduire l'infection, mais de réduire la maladie sévère, de réduire l'hospitalisation. Et on voyait qu'aux États-Unis, vous voyez ici le rouge et le bleu, donc les vaccins Moderna et Pfizer par rapport au noir qui étaient les gens non vaccinés, qu'à partir d'un certain nombre de temps après 2 doses, il fallait vacciner les gens. Et d'ailleurs, un des problèmes qui nous a amené à notre 5e vague au Québec, ça a été le retard dans l'administration de la 3e dose qui a été manqué au mois de novembre 2021 et qui nous aurait d'ailleurs, il y a des études là-dessus, vous avez peut-être vu ça circuler dans les médias, qui auraient montré une diminution potentielle des hospitalisations. Donc, l'objectif pour le futur, c'est faire quoi? L'objectif, c'est qu'on ne veut plus hospitaliser les gens. On veut hospitaliser le moins de gens possible. On a de plus en plus d'outils actuellement de traitement qui vont nous permettre de garder les patients en externe. C'est de cibler les gens les plus à risque, de leur donner le plus rapidement possible ces médicaments-là pour que ces gens-là ne se retrouvent pas à l'hôpital. Si le milieu hospitalier ne déborde pas, alors on n'a plus de raison de fermer la société. Pour vous donner un exemple, jamais dans l'histoire de la société, on a eu autant de médicaments, de vaccins ou d'antivirus qui en si peu de temps ont été développés à l'échelle planétaire. Donc, vous avez ici une évaluation, vous êtes rendu à plus de 800 thérapies, donc que ce soit les médicaments antiviraux, les traitements différents, le nombre de vaccins. Et on voit également qu'actuellement, quand on regarde ce qui est dans le pipeline des nouveaux médicaments, juste entre l'Europe et les États-Unis, il y a 9 antiviraux actuellement qui vont être commercialisés relativement rapidement, 23 qui sont en développement tardif, donc qui devraient arriver. Donc, vous voyez qu'il y a un foisonnement de traitements. Donc, toutes les compagnies, je vous dirais, pratiquement ont mis en priorité le développement de thérapies pour la COVID. Et aux États-Unis, il y a un organisme et une structure qui a été mise en place qui s'appelle le CTAP et qui regarde un petit peu toutes ces nouvelles molécules-là, toutes ces thérapies-là pour prévenir l'arrivée de la COVID sévère et donc d'empêcher les hospitalisations. Et je ne veux pas que vous reteniez, bien sûr, cette diapositive-là, mais ce que je veux que vous reteniez, c'est la chose suivante, c'est que les immenses majorités de patients, on les retrouve en externe, et ces patients-là, ce qui va arriver, on va être capable de leur donner soit de la prophylaxie, c'est-à-dire avant d'être malade, on va leur donner des médicaments pour qu'ils ne tombent pas malades s'ils sont très à risque. On va pouvoir leur donner de la prophylaxie en post-exposition, c'est-à-dire que si vous avez des facteurs de risque, à partir du moment où vous êtes en contact avec quelqu'un, et donc pas si vous êtes en santé, mais supposons que quelqu'un reçoit de la chimiothérapie, apprend que le conjoint ou quelqu'un à la maison est tombé malade à la COVID, on pourra leur donner des médicaments rapidement et évidemment de la thérapie très rapide pour que tous ces gens-là, finalement, ne viennent jamais à l'hôpital et puissent être traités. Et c'est pour vous donner un exemple de tous les médicaments actuellement qui sont en développement. Donc, c'est énorme. Alors, quelle solution pour l'avenir? Le masque, bien sûr, on sait que le masque a encore une efficacité. Pas besoin d'avoir des N95 ou des N95. Bien sûr, c'est plus efficace, mais le masque
tout seul, ajouté à une population déjà de vaccinés, réduit quand même de façon importante, surtout si vous avez un masque chirurgical d'environ 66%, la chance de tester positif si vous avez une exposition significative. Un masque en tissu qui est plus artisanal, entre guillemets, réduit de 56%. Alors, la COVID, on dit souvent, est-ce que c'est un nouvel influenza? D'abord, oui, c'est un nouvel influenza, mais ce n'est pas tout à fait un nouvel influenza parce que c'est un virus qui est plus, je vous dirais, inflammatoire, qui fait des thrombus. Donc, il y a tout le syndrome de la COVID longue qui est à ses débuts, dont on ne connaît pas encore tous les aboutissants. Il y a une mortalité qui est plus élevée, ça on le sait. Il y a une transmission qui se fait par aérosol. Donc, contrairement à la grippe, aérosol, ça veut dire qu'on peut transmettre le virus sur des distances beaucoup plus grandes, mais contrairement à l'influenza, nous avons beaucoup plus de vaccins, de bien meilleurs vaccins contre la grippe et beaucoup plus de médicaments qui s'y arrivent sur le marché ou qui vont l'être. Et donc, ce qu'on voit, c'est que c'est peut-être notre nouvelle influenza qui va nous permettre de passer de cet état de pandémie à un état d'endémie avec lequel on vivra. Peut-être les défis qu'on va regarder, c'est que, et on se repose la question, c'est que quand on regarde le nombre de lits par 1000 habitants dans certains pays, on voit que le Canada, dans les pays du G7, est un des endroits où on a le moins de lits par 1000 habitants, beaucoup plus de lits en Asie, si vous prenez le Japon ou la Corée, généralement plus en Europe et généralement moins, si vous voulez, au Canada, aux États-Unis et au Québec, on est en bas de la moyenne canadienne. Donc, il y a un questionnement à se refaire sur les lits. Évidemment, le coût du lit, c'est quelque chose d'important dans notre système, mais on a coupé tellement au niveau des soins de lits aigus qu'on s'est retrouvé dans des situations difficiles. Là aussi, aux États-Unis, il y a de plus en plus une annonce qui a été faite qu'on est dans une stratégie de ce qu'on appelle test and treat, c'est-à-dire que les Américains maintenant disent aux gens, si vous pensez que vous avez la COVID, allez dans une pharmacie, faites-vous tester. Si vous êtes positif, on vous donne un traitement sur le champ. Peu importe que vous soyez à risque ou pas à risque, vous allez être traité. Ça va réduire de façon importante, plus de 85% pour les gens à risque, votre risque d'être hospitalisé. Donc, la société a plus de chances de continuer de fonctionner. Et donc, ça nous emmène finalement à cette approche différente où on va devoir avoir des tests plus facilement dans les lieux de travail. Peut-être, en tout cas, c'est mon avis, qu'on devrait créer des centres de traitement intégrés de la COVID en externe, un seul arrêt, un peu ce qui est fait aux États-Unis, test and treat, où vous allez être à la fois testé, vous pouvez être traité, vous pouvez être vacciné, et la mise en place, un peu comme on fait souvent dans le système militaire, ce qu'on appelle un Early Warning System, qui est un système d'alerte précoce qui nous permet de voir ce qui va arriver avec une grande flexibilité dans l'application locale des différentes mesures. Donc, il faut qu'on passe à cette COVID, on va dire 6.0, où l'approche dans le futur ne pourra pas être celle du passé. Est-ce qu'on va avoir d'autres vagues? Possiblement, probablement, on ne devrait plus les appeler des vagues, mais on devrait les appeler tout simplement, je vous dirais, un peu comme la grippe, quelque chose d'endémique, mais il va falloir avoir une approche comme la grippe de façon beaucoup plus démocratisée au niveau des tests, un système beaucoup plus fonctionnel et donc un système qui va permettre une plus grande flexibilité. Donc, dorénavant, je pense qu'on ne devrait plus regarder la COVID dans la société. Donc, il faut regarder la COVID dans la société et non plus la société dans la COVID. Donc, la COVID ne devrait plus être notre centre de la société, mais on devrait avoir une société fonctionnelle qui utilise tous les moyens pour que la COVID puisse, je vous dirais, être maîtrisée. Et je vais finir avec ce qui a été écrit récemment aux États-Unis par un comité du Sénat américain qui disait qu'il fallait lancer un effort stratégique important pour avoir une capacité proactive de développer un pipeline et qui comprendrait des médicaments, des tests de dépistage, etc., pour que toutes les conséquences des pandémies possibles ou de l'endémie de la COVID dans le futur ne viennent pas perturber notre vie de tous les jours. Alors, je m'arrêterai là et puis je pense qu'à partir de là, on pourrait passer à la partie suivante. Alors, je vous remercie. Merci, Dr. Weiss. Je suis toujours impressionné par votre capacité d'utiliser autant d'informations assez chargées et en même temps de nous la synthétiser, de la présenter pour qu'on puisse la digérer. Merci beaucoup. Je revenais avec une première question qui est liée aussi au titre de votre présentation d'aujourd'hui. Il y a plusieurs semaines, j'avais utilisé le mot endémique sur Twitter en disant qu'on était rendu à une étape endémique.
Je vous dirais candidement, je me suis fait ramasser par un paquet de gens qui disaient que je ne savais pas de quoi je parlais. Et j'avais regardé des définitions et endémique, dans mon esprit, faisait référence à l'omniprésence du virus dans la communauté, au sens où tout le monde, à un moment donné ou l'autre, y était exposé. Et on m'a dit, pour me rappeler à l'ordre, qu'endémique voulait aussi dire une certaine stabilisation du virus, que ce n'est pas juste qu'il est là partout, mais c'est que dorénavant, les souches vont assez se ressembler pour que nos systèmes immunitaires puissent être bien protégés. Ce qui m'amène donc à cette fameuse question qui est, vous l'avez évoquée à la fin, on a eu un Omicron qui est assez différent du Delta et du Alpha. Est-ce qu'on est à risque d'avoir un zébulon, pour utiliser un terme qui ne veut rien dire, mais qui serait dans l'échelle très différent et possiblement virulent ou plus virulent? Comment vous évaluez là, ce risque-là? Bon. Alors, d'abord, il faut peut-être redéfinir les termes. Alors, l'endémie, vous savez, l'influenza, c'est endémique parce que c'est un virus qui revient de façon saisonnière. C'est un virus donc, qui affecte une partie de la population de façon répétée. On peut refaire l'influenza plusieurs fois dans notre vie et on peut le faire avec des souches différentes. Donc, une épidémie, par définition, par rapport à une endémie, c'est une augmentation d'un nombre de cas important, mais dans une localisation géographique qui est relativement confinée. La pandémie, c'est une épidémie, mais à l'échelle planétaire. Ça intervient sur plusieurs continents. Donc, une pandémie, ça implique un nouveau virus, ça implique quelque chose qui beaucoup plus que ce qu'on voit habituellement, puis ça implique, à la limite, plusieurs continents. On pourrait avoir une pandémie comme on a eu avec le H1N1 et on peut avoir une endémie comme on aura avec la COVID. Donc, endémie veut tout simplement dire qu'on n'a plus un nouveau virus, qu'on a un virus qui va avoir des hauts et des bas, mais qui ne devrait plus être aussi, je vous dirais, significatif pour altérer notre cadre de vie comme il l'a fait auparavant. Donc, c'est vraiment ça la différence entre les deux. Est-ce qu'on va avoir d'autres variants? Certainement, mais pratico-pratique, moi, je vous dirais, la probabilité, c'est qu'Omicron est une tellement bonne recette pour le virus que le virus n'a peut-être pas envie de trop changer sa recette. Vous savez, Omicron, c'est un peu comme si vous allez chez le pâtissier, puis c'est son gâteau qui est son chef-d'œuvre, mais il ne vous a pas montré tous les gâteaux qu'il a ratés auparavant. Cela, vous ne les verrez jamais. Donc, une fois que ça marche très bien et que ça se vend très bien, pourquoi est-ce qu'il voudrait changer de recette? Alors, oui, on va avoir des sous-variants. Oui, on va avoir possiblement d'autres variants émergents, mais l'impact sur la société ne sera plus du tout le même que ce qu'on a connu au tout début de la COVID. Très bien. Et j'aime beaucoup les analogies avec le milieu des affaires. Vous l'aviez dit tantôt, on a presque une situation monopolistique d'Omicron sur son marché. Allons-y aussi avec le deuxième concept, qui est cette question un peu d'immunité collective. Vous avez évoqué tantôt 2 millions. J'ai entendu la semaine dernière, pour la première fois, 3 millions de Québécois qui l'auraient eu. Et des gens m'ont dit, Michel, s'il y a 3 millions de Québécois qui l'ont eu, il y a 100 des Québécois qui ont été exposés, qui ont été en contact. Et ça veut donc dire que les systèmes immunitaires ont empêché ces gens-là jusqu'ici d'être malades, possiblement parce qu'ils sont triple vaccinés. Puis on m'a dit, dans certains cas, c'est juste qu'on ne les a même pas détectés. Ils l'ont eu complètement asymptomatique et on ne les a pas testés. Ils ne se sont pas testés à ce moment-là. Ce qui m'amène à vous poser la question, est-ce que, en l'état actuel, on peut dire, avec le nombre de cas qui rentrent par jour en hospitalisation, puis le nombre de nouveaux cas qu'on sous-estime probablement, mais qu'on approche d'un moment où on va avoir cette immunité collective et par la suite, ça va dépendre de la fin de l'immunité parce qu'éventuellement, cette immunité peut s'affaiblir ou par un nouveau variant un peu différent qui viendrait nous tester dans notre immunité. Mais est-ce qu'on approche conceptuellement de cette immunité collective peut-être temporaire? Alors, je vais vous répondre de la façon suivante. Je pense que le concept d'immunité collective pour la COVID est dépassé. Ce n'est plus quelque chose qu'on devrait regarder actuellement parce que l'immunité collective, oui, on l'a atteinte. Vous vous rappelez, au début, on disait 75%, on disait là, entre les vaccinés, ceux qui ont fait la COVID, ceux qui ont été vaccinés et qui ont fait la COVID, on est au-delà de 90% de la population. Donc, il y a l'immense majorité de la population québécoise qui a eu des vaccins, qui a eu la COVID, qui a eu les deux. Donc, on n'a jamais eu, je vous dirais, dans notre histoire, quelque chose où on a eu autant d'immunité quasiment, peut-être sauf la varicelle, quand tout le monde a attrapé la varicelle il y a longtemps et même plus aujourd'hui. Ceci étant dit, ce que l'immunité a fait,
L'immunité nous a exposés à un virus, que ce soit par le vaccin ou par la maladie ou par les deux, et qui va faire que dans le futur, notre réponse à ce virus-là risque d'être beaucoup moins sévère en termes de maladie. Donc, on ne sera pas malade. Okay? Quand on ne sera pas malade, à ce moment-là, la probabilité, c'est que on va avoir moins d'impact sur le système hospitalier, on va réduire les hospitalisations et donc, par conséquent, l'impact sur le système global va être beaucoup plus faible. Donc, moi, je vois plus cette immunité collective comme étant, on a tous fait la grippe quand on était petit, puis la grippe, finalement, quand on l'attrape pour la majorité d'entre nous, on est malade quelques jours, mais très peu finissent hospitalisés, puis ça ne perturbe pas le fonctionnement de la société. Donc, il faudra nous regarder un petit peu comme on a une immunité collective contre la grippe, dans le sens que ce n'est pas un virus inconnu pour notre système immunitaire. Avec tous ces changements, oui, on va faire la maladie à l'occasion, mais elle sera peu sévère pour l'immense majorité des gens. Je vais vous poser une question. Je ne vous demande pas de porter un jugement trop sévère, mais j'ai l'impression que depuis au moins la mi-janvier, on est exposé à toutes sortes d'experts, et des fois, c'est des soi-disant experts, qui nous ont annoncé toutes sortes de dérapages à chaque fois qu'on a voulu déconfiner, chaque mesure. Et là, on en avait même annoncé pour la semaine de relâche. Et là, on en annonce encore pour le retour en présentiel dans les bureaux. Est-ce qu'à votre avis, on a dans les médias une lecture, je dirais, j'ai utilisé parfois le mot traumatisé, comme si on a de la difficulté à admettre qu'après un accident d'auto, chaque fois qu'on monte dans une auto, ce n'est pas dangereux. Bien, après avoir vécu ces 2 dernières années, on a de la difficulté à admettre que finalement, il n'y en aura pas de dérapage. Il n'y en aura pas de dérapage parce qu'on était très exposés, on est très vaccinés et donc on peut avoir une certaine paix de l'esprit par rapport à ce déconfinement en cours. Écoutez, moi, j'ai toujours fait partie des gens qui, quand on n'avait pas de vaccin et on avait très peu d'outils, on n'avait pas grand-chose, il fallait protéger le système hospitalier. Mais une fois qu'on a eu les outils comme sont les vaccins et les médicaments, et on a vu d'ailleurs à plusieurs reprises qu'en déconfinant de façon progressive, il n'y avait pas eu d'explosion du nombre de cas. Et donc, et on le voyait dans les autres pays où on n'a pas eu de couvre-feu. Vous savez, le Québec a été quasiment la seule juridiction dans le monde occidental à avoir un couvre-feu récemment. Donc, on a vu ce qui se passait dans les autres provinces, les autres pays. Il n'y avait pas d'impact majeur sur le fonctionnement de la société. Donc, oui, à un moment donné, il fallait arrêter de jouer, si vous voulez, le scénario catastrophique et noir en disant que tout allait s'écrouler. Et on voyait que dans la population, on a eu 2 millions de Québécois probablement qui en un mois ont contracté le virus. Oui, on a eu un certain nombre d'hospitalisations. On a atteint un pic de 3 500. On a 16 000 lits d'hospitalisation au Québec. Donc, à la limite, on était très loin de notre capacité totale sur certains aspects. Bien sûr, il y avait des travailleurs de la santé qui étaient absents, etc. On pourrait discuter longtemps là-dessus. Mais globalement, je pense qu'on voit que maintenant, le déconfinement n'implique pas une augmentation du nombre de cas. Et finalement, c'est ce qu'on disait, c'est que quand vous allez avoir une population très vaccinée, oui, vous allez avoir des gens malades, oui, vous allez avoir des gens positifs, mais l'impact sur le système hospitalier va être relativement faible. L'impact sur le fonctionnement de la société va être relativement faible. Il ne faut pas oublier, tout ce qu'on a fait, c'était par la peur d'un débordement du système hospitalier. Donc, on a un système qui était extrêmement rigide, qu'il va falloir complètement revoir. Il va falloir donner beaucoup plus de flexibilité aux institutions parce que quand une erreur était faite en haut, ben, l'erreur s'amplifiait tout au long du système. Vous savez, c'est une amplification de l'erreur. Alors, donc, il va falloir beaucoup plus de flexibilité au système, beaucoup moins de rigidité et permettre surtout un retour de la société. Vous savez, ce qu'on n'a pas calculé dans tout ça, on a eu une approche très monolithique avec la COVID, c'est-à-dire on a oublié l'aspect psychologique des gens, on a oublié l'aspect des traitements des autres maladies, on a oublié les chirurgies, on a oublié toutes sortes d'affaires et ça a un impact majeur dont on n'a pas fini encore de payer le prix et probablement que dans le milieu économique, on va avoir un prix à payer parce que quand vous allez avoir des employés qui n'ont pas été opérés de leurs genoux ou de leurs hanches parce qu'ils avaient des problèmes et que ça va être des problèmes plus chroniques à plus long terme, ben ces gens-là seront, entre guillemets, moins productifs parce qu'ils seront moins faciles à mobiliser, etc. Donc, il y a un aspect de l'aspect psychiatrique, il y a tout l'aspect aussi psychologique de tout ce qui a été fait. Et on le voit maintenant, on est dans une phase de rattrapage qui rend ça difficile.
Très, très juste. J'ai utilisé beaucoup de fois l'expression vision en tunnel, où on a vraiment, vraiment eu collectivement une vision en tunnel sur un problème avec tous les autres autour. J'aimerais qu'on aborde, je vais appeler ça les trois mesures auxquelles on est encore confronté. D'abord, la vaccination. On le voit, j'en entends qui se déplorent à chaque jour le fait qu'on semble arriver à un essoufflement. Euh, mais dans les faits, est-ce qu'on peut dire essentiellement qu'on a atteint un suffisamment grand nombre de Québécois vaccinés? On verra si on a besoin de doses additionnelles éventuellement pour se dire que c'est mission accomplie de ce côté-là. Tout le monde allez chercher votre troisième ou les enfants assurément aller chercher votre deuxième dose, mais que dans l'ensemble, la situation, elle est maintenant solide. Bon, je vous dirais que oui. Là, je pense que l'ensemble des gens ont été, en plus, un grand nombre ayant été infectés, on a certainement une protection importante pour une très grosse partie de la population. Bien sûr, il va falloir aller chercher des doses supplémentaires dans le futur, mais ça va être une approche très différente. Je ne pense pas qu'on va avoir une approche, on le voit dans les endroits où ça a été fait, mais une approche universaliste, c'est-à-dire on ne va pas vacciner tout le monde, hein? On ne va pas vacciner tout le monde uniformément, des plus jeunes aux plus vieux, peu importe que vous soyez en super santé ou très malade. On va avoir une approche à géométrie variable où des groupes plus à risque vont recevoir des doses de rappel, mais la population générale, peut-être que vous allez être vacciné une fois aux 3 ans, une fois aux 4 ans, une fois aux 5 ans. On verra comment les choses vont évoluer. Donc, il y a une évolution qu'il va falloir regarder. Il y a aussi une fatigue de la population qui a eu des messages un petit peu à l'occasion qui n'étaient pas toujours très clairs. On l'a vu après la COVID où on leur a dit « Vous venez de faire la COVID, allez vous faire vacciner quand même », alors que scientifiquement, ça n'avait pas beaucoup d'allure. Donc, les gens ne comprenaient pas trop et donc, il y a une incompréhension, si vous voulez, de beaucoup de messages. Et on voit dans la population, on le voit avec nos patients, de gens qui ne sont pas du tout anti-vaccins. Mais on voit qu'il y a une certaine réticence en se disant, écoutez, j'ai fait 2 fois, j'ai eu 2 vaccins, j'ai eu la COVID, pratico-pratique, je vais voir pour la 3e dose. Donc, on est rendu à cette étape-là et je ne pense pas qu'on gagnerait grand-chose à l'étape actuelle de pousser une 3e dose, plus que ça. Par contre, il va falloir, dans le futur, peut-être en 2022, 2023, 2024, donner peut-être des doses additionnelles à des populations ciblées et à risque. Juste peut-être brièvement pour compléter là-dessus, on a des entreprises qui ont des politiques internes d'encouragement de la vaccination contre la grippe à l'automne où ils font des cliniques pour les employés qui le veulent bien, le veulent bien. Est-ce que vous pensez que pour les employeurs qui le planifieraient, ce serait une bonne chose qu'à l'automne, des employeurs disent, moi, je vais créer ou en fait, avoir une clinique de vaccination sur le lieu de travail pour une dose additionnelle pour les employés qui le désirent? Écoutez, c'est trop tôt pour se prononcer là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que pour la grippe, il y a eu 0 cas ou à peu près d'influenza cette année. On les compte sur les doigts d'une main. Donc, on verra l'an prochain si ça vaut la peine d'avoir même une campagne de vaccination contre l'influenza, parce que cette année, on n'en a eu quasiment pas. Et souvent, ce qui arrive, c'est que il y a ce qu'on appelle un phénomène d'interférence entre les virus. Quand un virus prend le marché, on va dire, il laisse aucune place aux autres. Et la COVID, finalement, ce qu'elle a fait, elle a complètement éliminé tous les autres virus du marché des virus. Donc, on voit quasiment plus d'influenza. Donc, est-ce que ça vaudrait la peine? C'est probablement trop précoce pour le faire actuellement. Je ne pense pas que c'est quelque chose dans lequel je m'embarquerai de façon immédiate. Il faudrait voir comment les choses vont évoluer avec le temps. Très bien. Parlons des tests. D'ici quelques jours, la Chambre et d'autres organisations au Québec vont pouvoir aider les milieux des affaires à avoir accès à davantage de tests. Puis vous l'avez évoqué tout à l'heure, pour que ça soit très fluide cet accès. Dès que des gens auraient des symptômes, on se teste et tout de suite, il y a des capacités de traitement en mode préventif. Est-ce que vous pensez qu'on devrait envisager là, que durant toute l'année, on se teste seulement sur symptômes, qu'on se teste même sans symptômes? Comment on doit aborder la question des tests? Bon, moi, je vous dirais, la raison pour laquelle on teste, il y a 2 raisons principales. La première, elle est épidémiologique, donc c'est pour avoir une idée de ce qui se passe dans notre environnement. Puis la deuxième, elle est quand je dois traiter quelqu'un très rapidement à risque pour lui donner un des outils que j'ai. Donc moi, je verrais ça de la façon suivante. Je pense que le travail du gouvernement, c'est d'avoir des centres intégrés de traitement et de prise en charge de la COVID en externe, un peu ce que les Américains font, des test and treat, et de dire aux gens, vous avez des symptômes, vous êtes à risque, ou moi, je vois des patients à risque dans ma population, je les envoie se faire tester tout de suite, ils sont positifs,
on vous donne un médicament, vous allez répondre au traitement, puis vous allez éviter l'hospitalisation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous dirais, c'est oui, pour les capacités, je vous dirais, locales de fonctionnement d'une entreprise. Maintenant, on est tombé dans la démocratisation des tests. C'est-à-dire que, d'abord, les gens n'ont plus cet écueil psychologique à faire des tests eux-mêmes. Ils se sont eux-mêmes anti-testés, ce qui n'était pas quelque chose dans notre culture auparavant. Dans les entreprises ont mis en place des systèmes, j'en connais, où les tests antigéniques ont été disponibles relativement rapidement. Il va y avoir des nouvelles générations de ces tests-là, il va y avoir des tests améliorés. Donc, je pense que l'industrie du test, de la virologie en général, va beaucoup s'améliorer dans les années futures et va devenir beaucoup plus démocratique. Donc, d'avoir ce genre de capacité à l'intérieur d'une entreprise pour pouvoir, disons, dans un contexte où vous avez des symptômes, ou par exemple, vous avez 10 employés qui vous disent, ben, on ne se sent pas bien. Il y en a un qui dit, vous savez, moi, l'école de mon enfant, il y a eu une éclosion, je vais être testé. Puis bon, alors, si vous êtes capable de faire ça beaucoup plus rapidement et avec beaucoup plus de flexibilité locale, ben, ça peut vous donner un outil pour, par exemple, dire aux gens, ben, au lieu de rentrer, restez chez vous, le télétravail. Donc, ça va permettre, si vous voulez, une gestion au niveau des ressources humaines qui va être beaucoup plus flexible que dans le passé, avec une capacité aussi de prévenir une dissémination de l'infection localement. Donc, plutôt que de dire où est-ce que je vais envoyer mon employé, combien de temps ça va prendre avant d'avoir le résultat, etc., etc. Donc, je pense que cette flexibilité-là, c'est quelque chose qui va certainement faire partie des mœurs, on va dire, de l'entreprise dans le futur. Ça a déjà commencé aux États-Unis. Et le troisième élément de la réponse, et vous l'avez évoqué, c'est la question des masques. Il y a deux réalités. La première, c'est qu'on voit très bien, il y a des endroits dans le monde, au moment où on se parle, où le masque n'est plus porté. Et donc, à travers ça, est-ce que vous êtes en mesure déjà de détecter là-bas si ça a des conséquences? Et moi, ce que je peux vous témoigner, c'est qu'ici même à Montréal, beaucoup d'entreprises, basées sur la règle du 1 mètre, ont décrété que leurs employés n'ont plus à le porter, même lors de déplacements dans le bureau. Ils insistent simplement sur le fait que maintenez 1 mètre de distance quand vous travaillez en poste fixe, maintenez 1 mètre de distance quand vous vous déplacez. Et donc, de facto, ça devient presque une mesure qui s'apparente à celle d'être obligé de le porter dans le transport collectif. C'est-à-dire là où on n'a pas le choix parce qu'on va être à très grande proximité, ça demeure utile de le porter, mais dans d'autres contextes où le 1 mètre peut être respecté, on n'a plus besoin de le porter. Qu'est-ce que vous tirez de ce qui se passe ailleurs puis de ce qu'on devrait faire ici? Alors, plusieurs points sur les masques. Le premier point, c'est que culturellement, au Québec, on a adopté le masque. C'est-à-dire qu'avant la pandémie, c'était quelque chose qui était un peu ésotérique, associé à l'hôpital. Aujourd'hui, tous les Québécois ont porté un masque et savent porter un masque. Donc, on a la capacité de s'adapter rapidement. Si demain, il y avait un gros problème et on remettait des masques à tout le monde, ce ne serait pas un écueil majeur. Donc, ça, c'est le côté positif. Deuxièmement, il y a des endroits où le masque va probablement rester. Donc, je pense peut-être au transport en commun, je pense par exemple au niveau hospitalier. Donc, il y a des endroits où ça va rester, les transports aériens ou dans l'avion, il y a des chances que vous gardiez encore votre masque pendant un bout de temps. Puis, les gens vont voyager de par le monde et là, les États étrangers vont imposer le masque en disant, vous venez venir chez nous dans un avion, vous allez porter un masque. Donc, il y a encore des environnements où le masque va rester là. Le troisième point, c'est que le masque est devenu un peu plus facultatif, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, sur leur base personnelle, parce qu'ils se sentent à risque, vont décider de garder leur masque. C'est leur choix et c'est leur droit. Je ne pense pas que le masque va rester de façon permanente comme on l'a vu dans le passé, surtout avec une population qui est vaccinée. Le masque est un outil qui n'est pas un outil absolu en tant que tel, mais qui est un outil supplémentaire qu'on rajoute à toutes les autres couches, tous les autres niveaux de protection. Le niveau de protection numéro 1, c'est la vaccination. Si vous avez une population de travailleurs où tout le monde a été vacciné 3 fois ou 2 fois et a fait la COVID, la probabilité d'avoir une éclosion dans ce groupe-là est extrêmement faible. Donc, si en plus de ça, les gens de par, je vous dirais, un certain comportement social, disent ben, je ne veux pas aller travailler, si je mouche, je tousse, puis j'ai de la fièvre. Donc, il y a aussi une autorégulation. Donc, si vous mettez tout ça en place dans l'état actuel, avec peu de cas de transmission dans la communauté, c'est clair que le masque
commence à perdre un petit peu de son intérêt. D'ailleurs, vous savez, on le voit dans d'autres pays, on dit aux gens, vous allez au restaurant, vous portez un masque pour vous promener, mais quand vous êtes assis, vous n'avez plus besoin de masque. C'est un peu ridicule. On est rendu à une étape où si vous allez au restaurant, puis on demande aux gens d'être vaccinés, puis personne n'est malade, ben vous n'avez probablement plus besoin de masque parce qu'on sait qu'il y a une transmission par aérosol. Et donc, le fait d'enlever un masque, ben, écoutez, quand vous mangez, vous avez des gens autour de vous. On retourne, par exemple, à des restaurants qui vont être ouverts à 100%. Donc, à un moment donné, l'utilité du masque va diminuer. Donc, ce que je dirais, c'est qu'on va probablement enlever le masque de plus en plus, sauf dans certains endroits, que le masque tout seul, ce n'est pas la panacée, c'est toujours associé à d'autres mesures, surtout la vaccination, mais que culturellement, on a aujourd'hui la capacité rapide de revenir au masque rapidement parce que tout le monde sait porter un masque, tout le monde s'est habitué. Peut-être en conclusion, le dernier élément, puis vous venez juste de l'évoquer, depuis quelques semaines déjà, et l'automne dernier, on le faisait, nous encourageons, nous, les gens d'affaires, à reprendre les voyages à l'étranger. Beaucoup d'entreprises l'expression que j'utilise, c'est ils ont roulé sur les contacts pré-pandémiques et sur les contrats pré-pandémie. Et pendant que nous, parfois, on était plus confinés, le développement d'affaires se faisait ailleurs par d'autres. Et donc, on encourage les gens à voyager. Est-ce que, compte tenu du fait qu'Omicron s'est disséminé partout sur la planète, est-ce que c'est une activité risquée, à votre avis, d'aller en Europe, d'aller en Californie ou d'aller même en Asie? Est-ce que c'est une activité que vous considérez qui ajoute un risque? Ou si, étant donné la situation, quand on est double ou triple vacciné, quand on l'a eu, ça devrait maintenant redevenir une activité normale? Ben, vous savez, moi, personnellement, j'ai voyagé il n'y a pas longtemps et je pense que c'est devenu une activité normale. Je pense d'abord qu'il y a un biais quand vous prenez l'avion, vous êtes dans un environnement où les gens sont presque tous vaccinés et portent un masque, donc le risque de transmission est faible. Si vous êtes doublement vacciné, vous avez fait la COVID, ou triplement vacciné et vous avez fait la COVID, votre risque, et surtout si vous n'avez pas de facteur de risque évident, et habituellement les gens dans le milieu du travail n'ont pas de facteur de risque évident, c'est quand même une population relativement jeune et donc et en santé, donc le risque à ce moment-là, il devient très minime. Donc moi, les gens, je n'ai aucun problème à revoir les gens voyager. Le seul risque que vous avez, évidemment, c'est d'attraper la COVID sans être très malade pour vous, mais d'être logistiquement coincé à un endroit sur la planète le temps que vous passiez votre maladie. Donc, oui, mais d'un autre côté, je pense qu'on revient à une étape normale. Et pour avoir voyagé aux États-Unis récemment, où le transport aérien revient à des niveaux quasiment pré-pandémiques, on voit que ça n'a pas eu d'impact sur le contrôle de la pandémie à l'échelle américaine. Donc, je vous dirais qu'on est maintenant probablement dans une structure où le voyage devrait devenir plus un retour à la normale, pas complètement à la normale parce qu'il y a encore des pays fermés, il y a encore une logistique qui n'est pas évidente, hein. Il faut faire tester avant de partir, il faut être testé avant de revenir, donc on n'est pas encore dans un milieu normal. D'ailleurs, les gens me disent, quand est-ce que la pandémie va finir? Je dis, ben, écoutez, pour moi, la définition, c'est quand vous allez retourner à un état pré-mars 2020, vous allez pouvoir prendre un billet d'avion, aller quelque part et revenir sans que personne vous demande votre passeport vaccinal, est-ce que vous avez été testé, est-ce que vous êtes malade, etc. Ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il y a une sécurité que les gouvernements veulent conserver, puis c'est correct sur certains aspects, mais je pense qu'on est rendu à l'étape où l'ouverture maintenant devrait tranquillement se faire vers un niveau d'activité plus normal comparé à ce qu'on avait auparavant. Bien, je vous remercie. D'abord, je suis très heureux qu'on ait eu cet échange après celui d'il y a un an. Ça veut dire qu'on a bien progressé dans la bonne direction. Je nous souhaite qu'on n'ait plus à avoir ce type d'échange sur la COVID, mais possiblement qu'on se gardera un rendez-vous parce que là, on va poser les vrais constats sur comment renforcer notre système de santé. Vous avez parlé du nombre de lits, vous avez parlé de la nécessité d'avoir plus de flexibilité. Je pense qu'il y a un grand chantier qui va s'ouvrir dans la prochaine année. J'espère que dans un an, on aura fait le tour de la chose, on aura pris les décisions. Mais on l'a bien vu, on a payé un coût collectif énorme dans les derniers mois, dans les dernières semaines, parce que notre système de santé était trop fragile et on ne voudrait pas que ça se reproduise, donc il faudra prendre des décisions. Je vous remercie énormément, Dr. Weiss. Ça me fait très plaisir et merci pour votre invitation.
À bientôt tout le monde. Et comme je vous le dis, maintenant, dorénavant, c'est en présence. On va se faire plaisir, on va se rencontrer. À bientôt tout le monde.